Quand nous sommes partis il y a 2 ans sur la question de l'impact sur le travail, le futur du travail de la crise écologique, tout en gardant un travail décent et tout ce qui avait déjà été capitalisé dans les différentes déclarations de l'OIT, nous avons évidemment pris 2 sources. On aurait pu en prendre plus, mais bon, vous savez, le mot travail déjà est gigantesque. Le mot écologie recouvre à une immensité de dimensions et en plus la justice sociale, il y a encore beaucoup de recherches à faire et beaucoup d'actions à faire. Donc on était devant un chantier énorme. Et donc on s'est demandé, on était une quarantaine de participants, on s'est dit quelle est notre spécificité, quelles sont nos racines, que nous venons d'Inde, que nous venons d'Afrique, que nous venions de Chine, que nous venions d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe de l'Ouest, de l'Amérique, peu importe, quelles étaient nos racines, et nous nous sommes rendus compte que nous avions 2 racines communes qui sont d'abord et avant tout les déclarations de l'OIT qui, depuis 100 ans, travaillent sur ce qu'est le travail décent et puis quelles sont les conditions d'un travail décent et durable. Et la deuxième source était la doctrine sociale de l'Église, où là aussi nous avons un corpus d'aussi plus de 100 ans aussi, plus que centenaire, avec Rerum Novarum, et puis toutes les autres encycliques sociales sur le travail, la dignité au travail, le travail centré. Il suffit de se souvenir de l'encyclique de Jean-Paul II, Labor et Exercens, mais il y en a, on pourrait en citer beaucoup. Et donc, nous allons entendre maintenant 2 représentants de ces 2 sources. Cyril Combe qui va présenter les sources, la manière dont l'OIT parle du travail, et puis Monseigneur Hérouard qui va nous présenter un peu comment l'Église catholique, dans la doctrine sociale et dans sa sagesse ou dans sa pensée, parle du travail humain. La parole est à Cyril Combe. Oui, c'est tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales de la Commission des épiscopats de l'Union européenne, chers collègues et chers amis du CERAS, mesdames et du BIT, cher Pierre, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir l'occasion de participer à l'introduction de cette conférence sur un thème, le lien entre l'écologie et le travail, qui est de toute évidence un des thèmes essentiels du second siècle de l'Organisation internationale du travail, puisque, vous l'avez compris, cette organisation a 100 ans, mais son mandat n'a sans doute rien perdu de son actualité. Pierre l'a rappelé à l'instant, les fondateurs de l'Organisation internationale du travail, au lendemain de la Première Guerre mondiale, affirmait et partageait l'intuition qu'il n'y avait pas de paix durable sans justice sociale. Nous continuons aujourd'hui de mesurer dans le monde la réalité de cette intuition. Nous pouvons chaque jour constater combien la pauvreté, le chômage des jeunes, pour s'en tenir à ces 2 fléaux, sont des sources d'instabilité géopolitique et de conflits. Alors en 1919, l'idée qu'une paix durable passait nécessairement par davantage de justice sociale était une idée neuve. Les normes internationales de travail devaient être l'instrument de cette idée pour promouvoir des conditions de travail dignes et diffuser une certaine conception de la démocratie sociale autour d'un dialogue entre ceux qui travaillent, ceux qui les emploient et ceux qui réglementent, selon les termes d'Albert Thomas, le premier directeur général du BIT. Avec une longévité exceptionnelle, l'OIT demeure aujourd'hui la seule institution des Nations Unies dans laquelle les gouvernements partagent le pouvoir avec des représentants des employeurs et des travailleurs. Le tripartisme reste profondément ancré dans l'organisation, sa culture, son fonctionnement, sa gouvernance et ses normes. La constitution de l'OIT soutient également une certaine vision du travail, plaçant le principe
de la dignité des femmes et des hommes au-dessus de toute marchandisation. Le travail n'est pas une marchandise, la formule est célèbre, c'est celle qu'affirmeront solennellement les mandants de l'OIT à la fin de la Seconde Guerre mondiale à travers la déclaration de Philadelphie en 1944. Alors, l'OIT aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord 189 conventions internationales et plus de 200 recommandations qui couvrent aujourd'hui l'ensemble des relations individuelles et collectives du travail. Une centaine de ces conventions sont ratifiées par un pays comme la France et font donc partie de l'ordre juridique interne de ce pays. Et les conventions les plus récentes concernent des sujets essentiels pour améliorer les conditions de travail, les droits et promouvoir une mondialisation mieux régulée. Il s'agit du travail domestique, il s'agit du travail maritime, il s'agit du travail forcé. L'OIT, c'est aussi un acteur majeur de la stratégie de développement durable adoptée par les Nations Unies en 2015. Et l'agenda du travail décent, promu par cette organisation, est pleinement intégré à la recherche d'une croissance plus durable et plus juste. J'y reviendrai. Enfin, l'Organisation internationale du travail, organisation centenaire, est tournée vers l'avenir du travail. Grande question, grande interrogation au pluriel. L'ensemble de nos ressources, qu'il s'agisse des ressources normatives, mais aussi notre capacité de formation, de recherche, d'analyse, doivent être mises à la disposition de nos mandants afin de les accompagner dans les multiples transformations du travail qu'ils vivent, d'ores et déjà. Le message principal que l'OIT adresse à ses mandants à l'occasion de ce centenaire, c'est que l'avenir du travail n'est pas écrit d'avance. Il n'est pas la résultante mécanique de l'introduction des nouvelles technologies et des bouleversements des modes de production liés au numérique. Il sera avant tout ce que les acteurs du monde du travail décideront d'en faire. Aussi, l'enjeu de ce centenaire est-il d'organiser dans les années à venir le travail de l'OIT autour de quelques questions prioritaires liées aux différentes transitions que le monde du travail devra traverser au plan écologique, au plan numérique et au plan démographique. Dans cette perspective, Pierre-Martin Lagarde l'a également rappelé, la Commission mondiale sur l'avenir du travail a présenté le 22 janvier dernier 10 recommandations dans la perspective de la prochaine conférence internationale du travail de juin prochain. Et ces recommandations visent à renforcer les capacités des individus, notamment en matière de formation et de protection sociale, renforcer ces capacités dont l'effectivité dépendra cependant de garanties collectives et négociées dans le cadre d'institutions fortes sur le marché du travail. Ce rapport, comme les travaux préparatoires de la prochaine CIT, font une mention spécifique de l'enjeu climatique et environnemental et, comme je le disais, incontestablement, l'articulation de la question sociale et de la question écologique au cœur de cette conférence est un des grands enjeux de notre époque. Et c'était un enjeu à peu près totalement absent des débats ayant présidé aussi bien à la création de l'OIT en 1919, comme vous pouvez l'imaginer, que ceux qui ont présidé à sa renaissance en 1944. C'est donc sur cet enjeu que je voudrais m'arrêter, en commençant par remercier le CERAS de m'en donner l'occasion, lui qui a choisi de le mettre en avant dans le cadre de cette contribution à la célébration du centenaire de l'OIT. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui les témoins de 3 tendances concomitantes. D'abord, un rythme de croissance et un potentiel de croissance en baisse à terme, une pénurie d'emplois décents, comme on les appelle à l'OIT, et une dégradation accélérée de notre environnement aggravée par le dérèglement climatique. Or, il existe de nombreux indices pour penser que ces 3 tendances s'entretiennent mutuellement. S'agissant de la baisse de la croissance, on peut bien sûr avancer des facteurs conjoncturels, mais il faut souligner la force de facteurs structurels, qu'il s'agisse de l'impact de la crise financière majeure de 2008, l'endettement massif des économies industrialisées émergentes, les incertitudes géopolitiques, géoéconomiques, mais aussi et peut-être surtout à terme l'affaiblissement de la productivité des facteurs de production, qui est en partie imputable à la surexploitation des ressources. On la mesure par la hausse du prix des matériaux de base, par la pénurie d'eau qui affecte aujourd'hui 700 millions d'individus dans le monde
et selon certaines estimations de l'ONU, 1,8 milliard d'ici 2025. On la mesure aussi par l'érosion des sols ou la baisse de certains rendements agricoles. En matière de consommation de ressources naturelles, la poursuite du rythme actuel n'est simplement pas soutenable et selon les estimations de la Banque mondiale, la quantité de minerais extraits dans le monde devrait tripler d'ici 2050, avec des risques évidemment à très court terme de goulets d'étranglement pour l'économie. Alors, face à ces perspectives, il semble bien que ce soit en réalité le scénario du statu quo écologique qui soit le véritable scénario de la décroissance, c'est-à-dire le scénario d'une économie fortement consommatrice d'énergie fossile et de ressources naturelles, aboutissant à une baisse généralisée des rendements sous le double effet de l'extinction à long terme de ces ressources et du dérèglement climatique. Et les acteurs économiques et les entreprises l'ont sans doute bien compris, en étant parfois en pointe dans cette transition et parfois de façon plus ambitieuse que certains gouvernements de certains pays du monde. Alors, s'agissant maintenant du manque d'emplois décents, l'OIT estime à 200 millions le nombre de chômeurs dans le monde, soit 30 millions de plus qu'en 2007. Mais plus significatif, ce qu'on appelle le déficit d'emploi par rapport à la situation qui précédait la récession de 2008, ce déficit est de 80 millions, c'est-à-dire le niveau pour maintenir le taux de participation à l'emploi tel qu'on le connaissait en 2008. Et ce déficit sera de 600 millions d'emplois en 2030, compte tenu de l'arrivée sur le marché du travail d'un flux de 40 millions de jeunes supplémentaires. Alors, l'OIT estime, toujours dans cette perspective un peu sombre, que 2 milliards d'individus dans le monde en âge de travailler sont aujourd'hui exclus de l'emploi. Par ailleurs, quelques indices permettent de caractériser la précarité de l'emploi au plan mondial. Je ne fais qu'en rappeler quelques-uns. 60% de travailleurs sans contrat, ce qui illustre la prévalence de l'économie informelle dans beaucoup de pays du monde en développement. 75% des travailleurs dans le monde sans protection sociale, la moitié des travailleurs en Asie du Sud et les 2/3 en Afrique subsaharienne vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors, face à cette situation, il y a urgence à relever le défi du développement humain au plan mondial en empruntant la voie d'un développement durable qui, tout simplement, préserve les perspectives d'une vie humaine sur Terre. Pas d'emploi décent sur une planète morte, c'est ce qu'affirmait la Confédération syndicale internationale en 2015 au moment de la COP 21 à Paris, mais pas non plus de transition écologique sans justice sociale, parce que la transition écologique ne mobilisera les populations que si elle apporte pour le plus grand nombre un surcroît de bien-être et de qualité de vie. Nous avons donc besoin de trouver les voies d'une transition juste pour réussir la transition écologique en relevant le défi de l'emploi et de la justice sociale, comme le réaffirme dans son préambule l'accord de Paris de 2015. Le premier argument pour défendre une transition juste rejoint d'abord la question des moyens. Le montant de l'aide publique au développement, chaque année, c'est 140 milliards de dollars par an. Il se trouve que c'est à peu près le montant estimé nécessaire pour financer la transition vers une économie décarbonée dans les pays en développement. Alors, mesdames et messieurs, peut-on raisonnablement penser que le monde va doubler le montant des moyens qui seraient dédiés au développement et à la transition écologique? Probablement non. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on peut apporter une réponse intégrant étroitement les deux dimensions, et c'est ce credo qu'entonne l'Organisation internationale du travail. Le deuxième argument pour cette transition juste, il est en effet plus économique. Il souligne les gains en emploi liés à une transition écologique et climatique réussie, alors que le statu quo écologique, comme je le disais, nous condamne à plus ou moins brève échéance. La transition écologique n'est pas l'ennemi de la productivité, qui demeure la seule façon de maintenir un niveau de vie avec moins de ressources et de travail, donc avec une empreinte écologique moindre.
Au contraire, il existe des marges importantes d'amélioration de la productivité dans l'utilisation des ressources naturelles, qui a beaucoup moins augmenté que la productivité du travail. Là, je m'appuie sur une étude de McKinsey de 2011, indiquant que la productivité du travail s'est accrue de 400% depuis les années 60, celle des matériaux de 200% et celle de l'énergie de seulement 25%. La transition vers une économie sobre en carbone, voire décarbonée, pourrait donc conjurer les risques de cette stagnation séculaire avancée par certains économistes. Et l'OIT en a estimé les gains possibles au niveau de la productivité des facteurs de 1,5% en 2020 à 5% en 2050, du fait notamment d'un surcroît d'investissement dans l'éco-efficience. Et s'agissant des gains en emploi, les estimations les plus récentes de l'OIT les estiment donc à 18 millions d'ici 2005, auxquels pourraient s'ajouter 6 millions d'emplois au titre des progrès de l'économie circulaire. À l'inverse, je le disais, le statu quo écologique pourrait se révéler destructeur d'emplois. En 2018, l'OIT estimait à 2% le nombre d'heures perdues du fait du dérèglement climatique. 2% du nombre d'heures travaillées dans le monde, c'est 70 millions d'emplois. Le revenu des populations les plus pauvres dépend par ailleurs davantage des secteurs les plus vulnérables au changement climatique. La part de l'agriculture, de la forêt, des produits de la mer dans le revenu de ces populations les plus pauvres est bien supérieure à la moyenne. Au plan global, les secteurs que je viens de citer emploient dans le monde plus d'1,2 milliard d'individus. Alors, au-delà du plaidoyer en faveur de cette transition juste, l'agenda du travail décent de l'OIT, mesdames et messieurs, se décline aussi concrètement sur les terrains de l'adaptation au changement climatique et sur celui de l'atténuation, conformément, comme vous le savez, aux 2 axes définis par l'accord de Paris. Et donc nous pouvons d'ores et déjà indiquer quelques pistes opérationnelles et prometteuses pour l'avenir. Je ne ferai que les aborder rapidement avant de conclure ce propos introductif. Alors, au titre déjà de l'adaptation au dérèglement climatique, l'OIT a par exemple expérimenté le modèle des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qui est un modèle souvent appliqué aux situations de sortie de crise et de conflit. Et ce modèle permet non seulement de bâtir ou de reconstruire des infrastructures, mais il permet aussi de multiplier les possibilités d'emploi au plan local, afin d'augmenter les revenus et d'entraîner l'ensemble de l'économie locale. Les ouvrages verts, comme on les appelle, peuvent s'inscrire dans cette perspective, avec un impact positif sur l'environnement, tel que l'irrigation, la gestion des ressources hydrauliques, la lutte contre les inondations, le drainage, le reboisement. Et à mesure que les risques posés par le changement climatique deviennent plus fréquents, les migrations de main-d'œuvre ou la relocalisation des emplois sont souvent inévitables. Autre exemple, dans les îles Fidji, le programme Cash for Work de l'OIT a réuni le gouvernement, les communautés et des volontaires pour aider des villageois menacés par le changement climatique à engager des travaux consistant tout simplement à déplacer un village tout entier et ses emplois sur des terrains plus élevés. Dans un autre domaine, le rôle de la protection sociale dans la lutte contre le changement climatique est aussi important à noter. En ce qui concerne l'adaptation, la protection sociale peut être utilisée pour protéger les populations victimes des conséquences financières des risques climatiques, sécheresse, inondations, et les prestations de protection sociale, telles que les transferts en espèces ou en nature, les programmes d'emploi public garantis, peuvent aider les ménages touchés par des phénomènes météorologiques extrêmes ou par une dégradation environnementale progressive liée au changement climatique. Un exemple en ce qui concerne l'atténuation, la mise en place d'un régime d'assurance chômage dans un pays comme la Chine a permis sans doute de rendre socialement possible l'arrêt de l'exploitation forestière dans le bassin du Yangtze et du fleuve Jaune. Autre exemple, la réforme des subventions aux combustibles fossiles en Égypte s'est accompagnée de la création de prestations de base en matière de protection sociale.
Au Finipil, la micro-assurance s'est révélée être un puissant instrument permettant aux agriculteurs de faire face aux conséquences, là aussi, des catastrophes naturelles. Dans un autre domaine encore, pour essayer de saisir cette déclinaison concrète de l'agenda du travail décent et les perspectives ouvertes sur le lien entre la question du travail et la question écologique, autre domaine, donc la pénurie et l'inadéquation des compétences professionnelles. Ce sont des obstacles majeurs à lever pour engager avec succès des stratégies de transition dans les secteurs clés que sont l'énergie, le bâtiment, l'environnement, l'agriculture. Un exemple, au Bangladesh, un programme de formation professionnelle sur la construction de maisons solaires qui concerne aussi bien l'assemblage, l'installation que la maintenance, a été mis en place par une mise en relation des stagiaires avec des fournisseurs de services en énergie renouvelable. De nouvelles possibilités d'emploi et d'emploi de qualité ont été créées. Autre exemple, en Zambie, où l'OIT a conclu un partenariat avec l'entreprise Lafarge Holcim aujourd'hui, pour promouvoir des logements abordables et durables dans ce pays. Les maisons créées par le projet respectent les normes environnementales et ont permis, dans le même temps, de créer davantage d'emplois que les techniques traditionnelles de bâtiment. Et cette approche pilote a été répliquée avec le soutien de Lafarge dans l'ensemble du pays. Alors, mesdames et messieurs, à travers ces quelques exemples, je voulais en fait souligner 3 conditions qui semblent nécessaires pour assurer le succès de cette transition juste du point de vue des politiques sociales. D'abord, anticiper les restructurations dans les secteurs les plus touchés, qu'il s'agisse de l'énergie, de l'agriculture ou de la pêche. Ensuite, prévenir les goulets d'étranglement grâce à des actions de formation, de transition. La transition en matière de formation implique une nouvelle façon de produire, de consommer, mais aussi, et on l'oublie peut-être trop souvent, une nouvelle façon de travailler. Enfin, compenser les effets de la transition pour les plus vulnérables, par exemple en luttant contre la précarité énergétique et en développant des filets de sécurité pour les producteurs les plus dépendants des ressources, les plus directement affectés par les risques de pénurie et par le réchauffement climatique. Et donc, ça signifie à l'échelle du monde, principalement, là encore, les pêcheurs et les agriculteurs. Alors, je terminerai ce propos par un extrait du rapport de la Commission mondiale sur l'avenir du travail, que je citais tout à l'heure, qui a lancé le centenaire de l'OIT le 22 janvier dernier. Je cite « Les mesures nécessaires pour atténuer les changements climatiques auront forcément un impact transformateur sur le monde du travail. Nous ne sous-estimons pas l'ampleur des perturbations que cette transformation entraînera pour les entreprises et les travailleurs, mais des stratégies d'adaptation soigneusement conçues peuvent avoir un effet positif net sur l'emploi grâce à une transition juste pour tous les acteurs du monde du travail. » Mesdames et messieurs, c'est fort de cette expérience que l'OIT entend contribuer activement au prochain sommet sur le changement climatique de septembre 2019, en s'assurant que l'emploi, les questions sociales et l'importance d'une transition juste pour tous soient des considérations primordiales et non pas secondaires dans l'effort global pour faire face aux défis climatiques et aux défis écologiques. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle conférence. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à quelques questions, je vous propose d'entendre d'abord l'intervention de Monseigneur Hérouard, qui est donc à la COMECE, donc à la Conférence européenne des évêques, et qui est chargé des affaires sociales, président de la Commission des affaires sociales. Monseigneur Hérouard, vous avez la parole. Merci beaucoup de m'accueillir. Et je suis heureux de prendre la parole devant vous pour vous dire un peu l'état de nos réflexions au sein de la COMECE, donc la Commission des épiscopats de l'Union européenne.
où nous portons donc, entre autres, cette réflexion sur le travail. Et nous avons publié au mois de novembre dernier un petit document que vous pouvez trouver sur le site de la Comessé. Il est traduit en plusieurs langues sur façonner l'avenir du travail. Et donc je voudrais vous en proposer différents éléments. Mais peut-être aussi préciser par rapport au sujet même de ce colloque, l'articulation entre les réflexions sur le monde du travail et la conversion écologique. En introduction, peut-être se rappeler très rapidement un certain nombre de faits que vous connaissez mieux que moi sur la manière dont nous touchons actuellement un certain nombre de limites de la vie de notre planète et que nous a rappelé aussi le pape François dans l'encyclique Laudato Si, dont il a déjà été fait mention. Cette encyclique, à différents moments, va montrer à quel point l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui au monde contemporain sont liées. Je crois que c'est ça la grande idée qu'il faut garder. François dit ceci au numéro 61. Il suffit de regarder la réalité avec sincérité pour constater qu'il y a une grande détérioration de notre maison commune. L'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. Cependant, les symptômes d'un point de rupture semblent s'observer à cause de la rapidité des changements et de la dégradation qui se manifestent tant dans des catastrophes naturelles, régionales, que dans des crises sociales ou même financières, étant donné que les problèmes du monde ne peuvent pas être analysés ni s'expliquer de façon isolée. Certaines régions sont déjà particulièrement en danger et indépendamment de toute prévision catastrophiste, il est certain que l'actuel système mondial est insoutenable de divers points de vue parce que nous avons cessé de penser aux fins de l'action humaine. Si le regard parcourt les régions de notre planète, il s'aperçoit immédiatement que l'humanité a déçu l'attente divine. Alors ce constat peut paraître sévère, mais en même temps, il s'appuie sur un certain nombre de réalités observables. Donc, je les cite rapidement, mais sans développer. La question de la biodiversité, le risque d'extinction de peut-être 1 million d'espèces selon un rapport récent des Nations Unies. L'activité humaine qui entraîne une altération sévère de près de 75% de la surface de la Terre. C'est aussi bien sûr les effets du changement climatique avec la multiplication de phénomènes extrêmes, vagues de chaleur, feux de forêt, baisse des récoltes, inondations. Et on voit aussi que ces événements touchent toutes les parties du monde et que l'Europe elle-même n'est pas épargnée. À côté du secteur du transport, qui est évidemment un point majeur, les secteurs agricoles et industriels ont contribué aussi puissamment à l'émission de gaz à effet de serre et à la dégradation de l'environnement. Tout ceci ne constitue pas des crises différentes, mais bien une seule crise complexe qui est à la fois environnementale et sociale, et les deux à la fois. Et donc le pape François va beaucoup insister dans Laudato Si sur le fait que ces deux questions, la question sociale et la question écologique, sont les deux faces de la même pièce, du même problème, et qu'une véritable approche écologique doit toujours inclure une approche sociale. Il faut intégrer les questions de justice pour débattre de l'environnement et écouter ensemble le cri de la terre et le cri des pauvres. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres.
c'est au numéro 49. Et puis, à nouveau, au numéro 139, il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux avec les systèmes sociaux. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solutions requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature. Les pauvres sont souvent les plus touchés par l'impact négatif du changement climatique parce qu'ils vivent dans des régions qui sont les plus affectées par la sécheresse ou la montée du niveau des mers et qu'ils ont peu de moyens pour reconstruire maisons ou infrastructures après des catastrophes naturelles. Mais d'un autre côté, les pays les plus pauvres, comme aussi les pauvres dans les pays les plus riches, sont ceux qui contribuent sans doute le moins aux émissions de CO2 dans le monde. Les pays les moins développés ne sont pas ceux qui ne remplissent pas leurs engagements dans les accords internationaux comme l'accord de Paris sur le climat. Ceci posé, j'en viens donc à la question du travail dans nos sociétés. Et il nous faut à la fois redire le rôle central, primordial, du travail dans nos sociétés. Là aussi, je fais référence à ce que nous dit le pape François dans Laudato Si. Au numéro 124, il souligne la nécessité de préserver le travail. Dans n'importe quelle approche d'une écologie intégrale, il est indispensable d'incorporer la valeur du travail, telle qu'elle fut développée par Jean-Paul II dans son encyclique Laborem Exercens en 1981. Rappelons que, selon le récit biblique de la création, Dieu a placé l'être humain dans le jardin à peine créé, dans le livre de la Genèse, non seulement pour préserver ce qui existe, protéger, mais aussi pour le travailler, de manière à ce qu'il porte du fruit. En réalité, l'intervention humaine qui vise le développement prudent du créé est la forme la plus adéquate d'en prendre soin. Donc il y a un rapport entre le travail lui-même et le soin qui est apporté à la création. Parce qu'elle implique de se considérer comme instrument de Dieu pour aider à faire apparaître les potentialités qu'il a lui-même mises dans les choses. Il cite le Siracide, « Le Seigneur a créé les plantes médicinales, l'homme avisé ne les méprise pas. » Un peu plus loin, au numéro 127, en citant le Concile Vatican II, François dit que l'homme est l'auteur, le centre et le but de toute la vie économico-sociale. Malgré cela, quand la capacité de contempler, de respecter est détériorée chez l'être humain, les conditions sont créées pour que le sens du travail soit défiguré. Il faut toujours se rappeler que l'être humain est capable d'être lui-même l'agent responsable de son mieux-être matériel, de son progrès moral et de son épanouissement spirituel. Les trois dimensions sont là aussi reliées. Le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu, la créativité, la projection vers l'avenir, le développement des capacités, la mise en pratique de valeurs, la communication avec les autres, une attitude d'adoration. C'est pourquoi, dans la réalité sociale mondiale actuelle, au-delà des intérêts limités des entreprises et d'une rationalité économique discutable, il est nécessaire que l'on continue à se donner comme objectif prioritaire l'accès au travail pour tous. Donc, dans la pensée du pape, la question de la préservation de la création ne passe pas par la destruction ou la mise au deuxième plan de la dimension du travail. Et je pense que c'est important de pouvoir se le rappeler. Alors, dans notre petit document de la Commission des affaires sociales de la Comessé, nous avons aussi voulu souligner cela, ce rôle central du travail dans nos sociétés.
selon 3 axes. Le premier, c'est le fait de participer à la création. À une époque marquée par l'urgence de la nécessité d'une transition écologique, il est important de se souvenir que le travail fait également référence à la responsabilité commune de prendre soin du monde, donné par Dieu et transmis par les générations précédentes. Le deuxième, c'est que le travail est ce qui permet aussi de s'intégrer pleinement dans la société. Le travail nous aide à trouver notre rôle au sein de la communauté. Et c'est le moyen essentiel d'avoir une société véritablement active et inclusive, composée de personnes venues de différents milieux. Le travail nous donne une reconnaissance sociale. Le troisième élément concerne le développement personnel. Un travail décent et durable est le lieu d'une croissance personnelle, où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu. La créativité, la projection vers l'avenir, le développement des capacités, la mise en pratique de valeurs, la communication avec les autres. Grâce au travail, on ne développe pas seulement ses compétences, mais on devient aussi des citoyens responsables, autonomes, dotés d'esprit critique. En fait, nous nous épanouissons par le travail, et c'est par le travail que les jeunes deviennent adultes. Le travail nous marque de dignité, nous remplit de dignité. Tout ceci nous amène à considérer le travail à la fois de façon plus large, et donc pas seulement limité au seul travail salarié, en incluant toute forme de travail qui contribue à la vie de la société, à travers le volontariat, à travers les formes de travail communautaire, à travers aussi une prise en compte meilleure du travail familial. Une dimension plus large, mais aussi une dimension plus profonde, en prenant bien en compte qu'il ne s'agit pas seulement, à travers le travail, même si c'est souvent la première signification, le fait d'avoir un moyen de subsistance qui permet d'assurer le minimum vital dans la vie de chacun, mais d'une part fondamentale de l'identité humaine. Le travail permet de s'intégrer dans la société et de trouver sa place dans la communauté humaine. Le travail nous aide à exercer notre responsabilité dans le soin et la contribution à apporter à la création. Ensuite, je voudrais souligner aussi l'importance qu'il y a à avoir une juste approche dans la compréhension de la transition écologique. La réalité nous montre que ceci n'est jamais simple. Et sans vouloir faire de simplisme, par exemple, l'exemple de la crise sociale qu'a connue la France, qu'elle connaît encore cet hiver, a commencé justement quand même sur une question qui touche à la transition écologique et à la fiscalité en la matière. A montré qu'une certaine politique fiscale, en l'occurrence, destinée à combattre les effets nocifs du changement climatique, a d'abord été perçue et vécue comme telle par un certain nombre de gens comme un outil d'injustice sociale. Et de cela, nous ne pouvons pas complètement faire fi. Réaction, donc, au départ contre l'instauration et le renchérissement de la taxe carbone, et puis aussi, il faut souligner ce point, le sentiment d'être discriminé dans les régions rurales où, à cause de la hausse des taxes sur le carburant, et du besoin vital d'utiliser sa voiture pour travailler, pour vivre, pour circuler, est d'autant plus important. Les conséquences de la transition écologique sur le secteur manufacturier ou de nombreux emplois de travailleurs ouvriers ou de classe moyenne risquent aussi de disparaître. Donc, il y a la transformation, elle est
elle a un coût, vous avez donné des éléments d'évaluation, mais ce coût, il n'est pas simplement une addition à payer, il est aussi des changements importants, non seulement, comme vous l'avez dit, dans les habitudes de consommation, mais aussi dans la manière et les formes du travail qui seront proposées aux concitoyens. Alors, tout ceci m'amène maintenant à regarder que le véritable challenge est aujourd'hui de penser et de façonner la transition écologique qui soit en même temps une promotion de justice sociale et qui soit perçue comme le bon chemin vers une société durable. Il faut décidément et nécessairement sortir d'une écologie qui soit perçue et vécue comme quelque chose de punitif et qui va enlever les moyens de subsistance aux gens. Ne pas jouer le social contre l'environnemental, mais regarder comment ce que ces deux dimensions essentielles peuvent s'intégrer dans une vision de long terme. Je reviens maintenant à une présentation un peu plus précise de notre document, où nous commençons, donc, et qui a été notre petite contribution au centenaire de l'OIT. Encore 5 minutes. Bon, alors on va accélérer un petit peu, en soulignant la transformation. Quels sont les éléments de la transformation du travail? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette transformation du travail? Elle peut se caractériser, entre autres, par 3 dimensions. La digitalisation de l'économie, qui entraîne une polarisation croissante du travail dans nos sociétés européennes. On voit à la fois se développer de plus en plus d'emplois qualifiés ou très qualifiés et diminuer un grand nombre d'emplois non qualifiés, avec le problème majeur que cela peut poser pour ceux qui n'ont pas les formations nécessaires. Ensuite, le deuxième problème que nous avons identifié est la difficulté pour les jeunes d'arriver à une certaine sécurité de l'emploi. On voit que de plus en plus, l'emploi commence par des conditions précaires, donc de contrats de travail à durée déterminée ou d'intérim, et qui empêchent de s'investir dans la vie à travers la location d'un logement, à travers le désir de fonder une famille, etc. C'est aussi, et c'est le troisième élément de difficulté que nous avons pointé dans la transformation du travail aujourd'hui, la plus grande difficulté à trouver le juste équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. À travers la digitalisation de l'économie, on voit bien que à quel moment est-ce qu'on répond à ces mails? Est-ce que la coupure du week-end existe encore? Est-ce qu'on est joignable pendant les vacances? Voilà. Tout ceci est à comprendre aussi en lien avec la conversion écologique. Dans le document, nous proposons un certain nombre de mesures. Il y en a 17 exactement. Si vous voulez, je ne vais pas vous les lister, vous pourrez vous y référer. Et en proposant un monde du travail qui soit décent, durable et participatif pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire, le premier pilier, un travail décent? C'est un travail qui permet à la fois un développement personnel et une vie digne, à travers les conditions de travail qui soient justes, à travers la place à la vie sociale et familiale, à travers la perspective qui permet de travailler pour le bien commun de nos sociétés. Il n'y a pas de travail digne s'il va de pair avec la dégradation de l'environnement, et la dégradation de l'environnement a elle-même des conséquences négatives sur les conditions de travail. On peut penser
des exemples sur l'exploitation minière dans un certain nombre de pays en Afrique ou en Amérique du Sud, sur l'expropriation des terres et la dégradation du climat. Le deuxième pilier, après le travail décent, c'est le travail durable. Donc durable dans tous les sens du terme, à la fois en termes de permanence, mais aussi de sécurité. Ce pilier inclut toutes les questions qui touchent à l'éducation et à la formation du travail comme étant un élément qui permet de donner aux travailleurs des éléments de stabilité, de durabilité. C'est aussi, bien sûr, le fait qu'à travers le travail, comment est-ce qu'on respecte les biens de la création et le droit des générations futures. Qu'est-ce que nous transmettons à ceux qui nous succéderont? Conséquences du changement climatique, efficacité énergétique, passation, mode de passation des marchés, entrepreneuriat social, comment développer aussi des investissements qui soient durables sur les marchés financiers, autant de propositions plus concrètes que nous avons essayé de développer, donc pour arriver à ce deuxième pilier d'un travail durable. Troisième pilier, comment faire pour que le travail soit davantage participatif, à la fois dans tout ce qui met en œuvre le dialogue social pour façonner l'environnement du travail, et puis dans un dialogue plus large qui concerne aussi donc toute la dimension de la transition écologique, de la manière dont je l'ai évoqué, c'est-à-dire pour dépasser l'anxiété et la crainte qui sont quand même extrêmement présents chez beaucoup de travailleurs en disant finalement cette dimension de la transition écologique va mettre en danger notre propre travail. Je crois que si nous avançons sur ces trois piliers d'un travail qui soit décent, durable et participatif, alors nous pouvons espérer que le monde du travail sera davantage inclusif, à la fois ouvert à tous, centré sur un objectif du plein emploi, du fait que chacun puisse bénéficier d'un travail, et sur un revenu pour tous, mais non pas un revenu pour tous qui serait donné de l'extérieur, mais un travail pour tous qui permet un revenu pour tous. Il sera inclusif s'il permet de ne pas se sentir laissé pour compte, et donc à travers toutes les actions de formation et d'éducation. Et là aussi, nous avons des propositions très concrètes, par exemple sur une transformation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en un Fonds européen de la transition, et puis aussi en développant un certain nombre de propositions de justice sociale, avancées sur la taxe sur les transactions financières et sur l'assiette fiscale commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Voilà, cette transformation du travail que nous proposons à travers un certain nombre d'éléments, elle ne va pas résoudre par elle-même toute la question de la transition écologique, mais si nous avançons sur ce tableau-là aussi, elle peut largement y contribuer. En tout cas, c'est notre conviction. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le jour où nous allons essayer de mettre en œuvre la première partie de la fameuse trilogie « Voir, juger, agir », donc que vous connaissez peut-être. Et donc, c'est un petit peu essayer de comprendre quels sont les enjeux, essayer de voir ce qui se passe avec les sources dont nous avons entendu parler, aussi bien l'OIT ou le BIT et la doctrine sociale. Nous allons, au cours de cette journée, voir un peu ce qui se déroule, quels sont les enjeux, quelles sont les tensions cet après-midi et cette fin de matinée. Avant de partir pour une pause, parce que l'idée ici, c'est que nous puissions dialoguer entre nous. Vous venez de beaucoup d'horizons différents
N'hésitez pas à mettre sur votre badge, nous n'avions pas le temps ou la volonté peut-être ou l'énergie d'indiquer votre nom et d'où vous venez. On a fait des badges anonymes pour que vous puissiez rentrer suffisamment rapidement dans l'auditoire à partir de la rue de Suffren. Donc, n'ayez pas peur de vous identifier et de commencer un dialogue. Je vais prendre, nous avons juste 10 minutes, je vais prendre 2 questions. Alors, vous levez le doigt et vous ne devez pas venir parler ici, vous n'avez qu'à pousser sur le bouton rouge. Est-ce qu'il y aurait 1 ou 2 questions aux intervenants? Moi, j'en ai plein, mais évidemment, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, donc... Voilà, qui est-ce qui ose se lancer? Quelqu'un qui... La première question est... Passons à la deuxième question, comme on dit. On a promis la pause. Alors, voilà, oui. Faut... Je vais reprendre la question, c'est une question plutôt d'information. Où peut-on trouver les 2 rapports sur lesquels vous vous basez, le rapport de l'OIT et le rapport de la COMECE? Pour la COMECE, c'est très simple. Vous allez sur le site de la COMECE, qui est, je ne le connais pas par cœur, mais si vous tapez sur COMECE, vous allez tout de suite trouver ça. Comece.eu. Voilà, tout simplement. EU. Europe. Voilà. Et donc ce document, il est disponible en plusieurs langues. Il est en français, en anglais et je crois aussi en allemand et en espagnol. Le rapport de l'OIT est aussi disponible sur le site de ILO.org. Bonjour, peut-être une question simple, mais comment les entreprises, les grosses entreprises internationales qui finalement fixent beaucoup les règles actuellement, accueillent vos travaux sur cet avenir durable et décent? On a l'impression que c'est toujours eux qui manquent en fait. C'est une question essentielle à laquelle il est difficile de répondre en quelques secondes. Mais très rapidement, l'acteur économique multinational, à travers l'entreprise multinationale, c'est un acteur qui fait, alors à l'OIT, qui fait irruption depuis une quinzaine d'années dans nos débats, parce que l'OIT, c'est une organisation normative. C'est une organisation qui a été créée pour développer des conventions internationales qui ensuite s'appliquent au niveau des États. Et donc dont les États sont redevables, mais pas directement les multinationales. Je le fais vraiment à l'âge, pardonnez mes propos très simplifiés, évidemment. Donc depuis une quinzaine d'années, nous essayons de développer des relations avec les entreprises multinationales sur la base, évidemment, du volontariat et de l'engagement de ces entreprises, qui le font soit de façon unilatérale, à travers leur stratégie de responsabilité sociale, elles peuvent soutenir un certain nombre de programmes de l'OIT. Nous avons donc des partenariats publics-privés avec un certain nombre d'entre elles. Elles peuvent le faire aussi de façon un peu plus, je dirais, élaborée, dans le cadre d'une démarche multi-acteurs, avec, par exemple, le fait de négocier au plan international des accords internationaux avec des fédérations syndicales internationales qui peuvent mobiliser l'organisation à divers titres, soit en mobilisant nos normes, nos ressources, qu'elles s'approprient et qu'elles mettent en œuvre à travers un accord contractuel international, donc indépendamment des mécanismes bien connus du droit international public, et qu'elles mettent en œuvre donc sous le contrôle à la fois de leurs interlocuteurs syndicaux et accessoirement de l'OIT, même si ce contrôle n'est pas à proprement parler un contrôle normatif ou juridictionnel. J'insiste là-dessus parce que beaucoup d'entreprises françaises, moi je suis compétent donc pour la France, je dirige le bureau de l'OIT ici à Paris, et beaucoup d'entreprises françaises se sont engagées dans ces accords, et nous travaillons beaucoup avec elles pour essayer de développer et d'enrichir le contenu de ces engagements d'entreprise. Mais c'est une réponse très partielle à une question beaucoup plus vaste que vous soulevez.
Alors, bon, la Comessé n'a évidemment pas de, je sais pas quoi, de pouvoir politique, hein, si vous voulez, ou de négociation vis-à-vis de grandes entreprises. Je pense que l'apport que l'on peut avoir, il est toujours multifactoriel. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait de notre texte, par exemple? Eh bien, j'ai été le présenter aussi à la Commission européenne, à un certain nombre de parlementaires européens. Il a fait l'objet donc d'un colloque à Bruxelles international avec des gens qui sont venus de l'ensemble de l'Europe. J'ai été aussi le présenter aux syndicats chrétiens européens. Je le propose aussi à travailler des mouvements comme le patronat chrétien. Voilà. Donc, alors, à travers cela, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent passer et qui font que, sur des propositions très concrètes, il peut y avoir des décisions qui sont prises. Mais je pense que tout ceci contribue aussi à une meilleure prise en compte par l'opinion publique et par l'ensemble des citoyens et l'ensemble des acteurs économiques dans le jeu des relations entre eux. Voilà. Donc l'Église n'a pas les moyens pour négocier ou pour imposer quoi que ce soit. C'est pas son rôle. Hein. Mais elle a aussi un pouvoir de la parole. Et à travers ce pouvoir de la parole, il rejoint les chrétiens, bien sûr, mais il rejoint aussi beaucoup d'autres. Et je pense que l'encyclique Laudato Si en est un bon exemple, dont on a vu qu'elle a eu un impact assez fort en dehors du monde chrétien proprement dit. Et donc je pense que c'est par ce biais-là que l'on peut avancer sur la question que vous avez posée vis-à-vis des grandes entreprises. Merci. Je donne un peu la parole. Juste sur les deux questions, sur la deuxième, sur le rôle de l'entreprise, je vous invite aussi à aller voir un document qui est encore plus nouveau que le rapport de la Commission globale, qui est sorti la semaine dernière sur le site de l'OIT, qui est le projet d'un texte juridique qui s'appelle une déclaration, qui sera soumis aux participants qui vont venir à la prochaine conférence internationale du travail, celle du centenaire. Donc je pense qu'en lisant ce texte, vous verrez les équilibres qui se jouent, ce qu'on arrive à dire, ce qu'on n'arrive pas à dire, le chemin qui est fait et le chemin qui reste à faire. Et puis moi, j'ai une deuxième annonce publicitaire que j'ai oublié de faire tout à l'heure, parce qu'on parlait des sites de référence. C'est celui du site du projet, dans lequel vous trouverez aussi les documents qui font référence à ce colloque, mais à toutes les autres activités, celles qu'on a fait avec la Comessé et les autres. Donc si le site, là, c'est encore notre cher Google qu'on peut aller chercher. Vous tapez dessus The Future of Work, Labor After Laudato Si. C'est le nom du site, donc en anglais, et il apparaîtra et vous retrouverez les événements. Et si vous avez envie, en plus d'y faire paraître quelque chose, Ignacio, tu peux lever la main. Can you raise your hand, Ignacio? He is in the room. Il est dans la salle et vous pouvez aller vers lui pour lui dire ce que vous aimeriez y voir figurer. Merci. Merci.